Le rapport 2012 du Conseil économique, social et culturel depuis ce matin sur la table du président de la République par intérim. Les préoccupations de nos compatriotes restent les mêmes. Plus d'infrastructures, de développement, d'emploi et de santé. Des élections crédibles et transparentes pour juillet prochain, 50 milliards de francs CFA, le montant nécessaire pour son organisation. Le ministre colonel Moussa Sinko Koulibaly sollicite l'implication de l'ensemble des partis politiques. Après le marché de Caille, la série se poursuit. Le marché de Wolofobougou, ici à Bamako, a été complètement dévasté par des feux. 2h30 pour que les soldats du feu ont pris difficilement. Pas de perte en vies humaines, mais beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes vendredi 29 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que le 20 mars 2013, le village de Bougoumi, dans la commune de Tenenkou, région de Mopti, a été attaqué par des hommes armés appartenant au MNLA. Le bilan particulièrement lourd est de 20 morts et des disparus parmi les populations locales. En plus des tueries, des viols ont été perpétrés, des populations spoliées de leurs biens, 2 véhicules et pick-up ont été emportés. Le ministre s'incline devant la mémoire des disparus et exprime sa profonde compassion à leurs familles. Il demande aux populations de garder le calme et rassure que des actions sont en cours pour mieux quadriller les zones et mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes. Le ministre invite les populations à redoubler de vigilance et à signaler le plus tôt possible aux unités les plus proches toute infiltration d'éléments suspects. Le président du Conseil économique, social et culturel a remis ce matin au président de la République par intérim le rapport 2012 de son institution. De ce rapport, il ressort que les préoccupations des Maliens, dans leur majorité, tournent autour des infrastructures, de développement, d'emploi, de santé, entre autres. Dionkounda Traoré a promis que ce document servira de boussole au travail gouvernemental. Mamari Kone. Le rapport 2012 du Conseil économique, social et culturel est un document de 552 pages. Finalisé et adopté lors de la 5e session ordinaire de la 4e mandature, il est la compilation des constats faits par des missions dépêchées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Conformément à l'article 107 de la Constitution, le Conseil économique, social et culturel du Mali a obligation de recueillir les besoins, les attentes et les préoccupations de la population malienne dans son ensemble. C'est ainsi que nous avions effectué dans toutes les régions du Mali des missions pour aller nous enquérir auprès des populations de leurs problèmes. Essentiellement, c'est des problèmes de développement, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de santé, des problèmes économiques, des problèmes d'emploi. Donc, en un mot, tout ce qui affecte nos populations sont prises en charge par le dit recueil. En recevant ce rapport, le président de la République par intérim dira que cette remise se tient dans un contexte particulier de la vie de notre nation, un contexte marqué par une double crise sécuritaire et institutionnelle. Après avoir remercié les membres du Conseil pour le gros travail abattu, il a déclaré que le rapport servira de boussole au travail gouvernemental. Beaucoup de choses ont été faites. Il en reste beaucoup plus à faire. Et j'aurais même dit, comme certains le disent de façon un peu lapidaire, tout reste à faire dans ce pays. Ce bréviaire que vous avez confectionné servira non seulement de repère pour nous qui sommes là pour un bref moment, mais aussi et surtout pour ceux qui viendront après et qui auront tout le temps nécessaire pour mettre en œuvre les propositions, les suggestions que vous faites dans ce livre. À noter que les 3 des sénateurs de ce rapport sont le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République par intérim a promis que tous les membres du gouvernement prendront connaissance du contenu du document. Autre activité à la résidence de
La République par intérim, les membres du cercle de réflexion d'échange pour la paix du Nord au Mali ont été reçus en audience. La jeune association se donne comme objectif d'œuvrer aux côtés des pouvoirs publics pour une solution rapide de sortie de crise. Nyanya Aliou Traoré. Le cercle de réflexion d'échange pour la paix au nord du Mali, CRENO, c'est le nouveau-né des associations d'aide à la résolution de la paix au Mali. Nous avons eu cette initiative de créer un cercle de réflexion pour aider notre gouvernement, pour aider la société civile à porter notre petite contribution dans le cadre de la résolution de conflits et de tous les inconvénients que ça puisse apporter à nos populations qui traversent notre pays depuis un certain temps. L'association se donne comme objectif premier sortir notre pays de cet engrenage politico-sécuritaire sans précédent. Pour cela, elle veut réunir tous les fils du pays autour d'une même table. Sa création, dira son président, n'est pas fortuite. Cette association n'est pas une association de plus. Nous avons besoin de tous les Maliens, nous avons besoin de tous les idées. Parce que ce n'est pas un problème du Nord, ce n'est pas un problème de l'Est, ce n'est pas un problème de l'Ouest, ce n'est pas un problème du Sud, c'est un problème du Mali. Il est temps de voir la réalité en face. Laissons nos petites querelles. Ce pays nous appartient. Personne n'a le droit d'humilier son pays. Parce que votre fierté, ma fierté, c'est de dire je suis malien. Et c'est demain samedi que le CRENO donne sa première grande rencontre. Son titre phare de ce journal, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a présidé ce matin l'ouverture de la première réunion de la commission de suivi du processus électoral. L'occasion a été donnée au ministre Moussa Sinko Koulibaly de rassurer les responsables des partis politiques sur les bonnes dispositions organisationnelles pour les élections. Une implication de leur part pour la réussite. Les élections présidentielles et législatives sont prévues en juillet prochain. Pour le bon déroulement de ce processus électoral, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour renforcer la sécurité, redéployer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de faire face aux coûts financiers estimés à 50 milliards de francs CFA, dont la moitié est déjà disponible. Dans la feuille de route qui a été proposée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, il est fixé juillet au plus tard pour les élections présidentielles et législatives. Donc la question ne se pose plus de quand est-ce qu'on va faire les élections. Au cours de cette première rencontre de la commission de suivi du processus électoral, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire se veut rassurant. Il a demandé aux partis politiques de jouer leur partition, de se préparer et de mobiliser leurs électeurs pour ces échéances électorales qui permettront à notre pays de quitter cette période de crise. Un autre élément qui revient essentiellement aux partis politiques, c'est de faire tout pour que les partis politiques soient au rendez-vous au mois de juillet. Parce que ça ne serait absolument à rien que nous soyons prêts pour jouer et quelque part, les acteurs de ce processus, ceux qui doivent aller à la compétition, que ces acteurs ne soient pas prêts pour la compétition. Pour être sûr que les femmes maliennes vont participer désormais massivement aux élections, cela suppose que les partis politiques, la société civile, toutes les organisations qui s'intéressent au processus électoral s'impliquent effectivement en vue de mobiliser les organisations féminines. Pour ces prochaines élections, 125 000 agents seront formés pour 25 000 bureaux de vote. Pour la transparence, le vote par témoignage est exclu. Les fichiers du RAVEC et les cartes biométriques seront utilisés. Et tous les non-inscrits peuvent continuer à se faire enrôler dans les consulats, les ambassades ou dans les mairies. Un élan de solidarité à l'égard des déplacés de notre pays. Les premières dames d'Afrique ont fait une importante donation, près de 320 tonnes de vivres et une enveloppe de $100 000 US, soit près de 50 millions de francs CFA, et cela pour l'alimentation d'un fonds qui prendra en charge les frais de scolarité des enfants déplacés. La cérémonie de remise a eu pour cadre, c'était hier, l'aéroport de Bamako-Sénou, et c'est la première dame de Sierra Leone et une
une forte délégation nigériane qui ont fait le voyage de Bamako pour remettre l'ensemble à Madame Traoré Amintou Doucouré, l'épouse du président de la République par intérim. Compte rendu signé Modibo Mariko. Un cadre particulier, l'espace frère de l'aéroport Bamako-Sinou, qui n'enlève toutefois en rien à la solennité d'une cérémonie qui est à l'actif de celle qui illumine la journée de nos chefs d'État en Afrique. Les premières dames, c'est d'elles qu'il s'agit, avec le cœur plein d'amour et la main pleine de cadeaux. Des cadeaux en nature de près de 320 tonnes constitués des riz, des savons, des matelas pour ne citer que cela. Ce n'est pas tout, car la mission des premières dames a aussi donné en espèces la somme de $100 000, soit 50 millions, pour alimenter un fonds qui prendra en charge les frais de scolarité des enfants déplacés. Je voudrais vous assurer That the African First Lady's Peace Mission, que la mission de paix des premières dames d'Afrique est engagée aux côtés du Mali. J'espère que ces denrées alimentaires que nous avons apportées du Nigeria sera d'un apport considérable. As is a mission of solidarity, comme en tant que mission de solidarité, friendship, d'amitié and hope, et d'espoir, d'espérance. Nous voulons vous assurer, ainsi que le peuple du Mali, que vous n'êtes pas seul pendant cette épreuve difficile de l'histoire de notre pays. Nous sommes venus apporter la guérison à ceux qui souffrent, ainsi que la consolation à ceux qui ont perdu des membres de leur famille. De quoi améliorer le quotidien des déplacés. Les premières dames d'Afrique tiennent ainsi une promesse tenue lors du 20e sommet de l'Union africaine. La première dame du Mali, particulièrement étreinte par l'émotion, a remercié ses homologues d'Afrique tout en prenant l'engagement que les dons reçus arrivera à bon port. Au nom du peuple malien, en général, et des populations déplacées et réfugiées des régions de Gao, Tombouctou, Kidal, je vous exprime à vous ainsi qu'à la mission paix de notre organisation, ma profonde gratitude. Vive la solidarité africaine, vive la solidarité des premières dames d'Afrique. Les premières dames d'Afrique ont appelé les femmes du Mali à ne pas se laisser abattre par la crise qu'elles traversent. Restons avec l'épouse du président de la République par intérim, Madame Traoré Amintou Doucouré, a rendu visite ce matin à 3 structures hospitalières de notre pays, et cela pour apporter son soutien aux blessés maliens et étrangers. À chacune des étapes, en plus des bénédictions, Madame Traoré Amintou Doucouré a remis une enveloppe symbolique. Le compte rendu de la visite avec Modibo Mariko. À l'hôpital du Mali, première étape de la visite, l'épouse du président de la République par intérim, Traoré Amintou Doucouré, accompagnée du ministre de la Santé et celui de l'Action sociale et la solidarité des personnes âgées, s'est rendu compte de l'état de santé des 3 blessés maliens. 4 autres Tchadiens, dont un général, ont été opérés ici et sont partis sur pied le 19 mars dernier. Du début de la guerre à ces jours, l'hôpital du Mali a reçu une quinzaine de blessés selon les explications de son directeur. À Gabriel Touré, deuxième étape, c'est la pédiatrie qui a reçu la visite de la délégation. 5 blessés y séjournent, dont 2 Sénégalais et 3 Maliens. Pendant qu'à Kati, dernière étape, Traoré Amintou Doucouré a trouvé dans la structure civile 4 blessés, dont un civil malien et 3 Tchadiens. Du côté militaire, 13 Tchadiens et 25 Maliens se partagent la structure. Parmi ces Maliens, les cas de 6 nécessitent une évacuation sur l'extérieur. À toutes les étapes, la première dame a exprimé le soutien de la République, prodigué des conseils et souhaité un prompt rétablissement aux malades. Il y a malades et malades. Ces malades ont été blessés pour sauver le pays et ils méritent cette visite. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à tous les Maliens de prier pour ces malades et de prier pour ceux qui sont encore au front, pour qu'ils reviennent en bonne santé, et de prier pour qu'il y ait la paix. Sans paix, vous avez vu, il n'y a pas de santé. Sans paix, il n'y a pas de développement. Que le monde entier se donne la main pour avoir cette paix universelle. Le cas des 2 enfants a particulièrement retenu et ému la première dame. Le premier a été blessé par suite de bombardement à Djabali et le second a reçu une balle perdue vers Bourem. Je suis peiné pour tous les malades, mais particulièrement pour ces 2 enfants-là qui ne partent plus à l'école. Donc j'ai demandé au ministre si on peut leur donner des livres de lecture et puis des livres pour l'école, pour qu'ils ne perdent pas totalement leur scolarité. À toutes les étapes, en plus du soutien, des conseils et des bénédictions, l'épouse du chef de l'État a aussi remis une enveloppe symbolique, soit de quoi améliorer le quotidien des blessés.
Le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique, une réunion s'est tenue ce matin au ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions sur le thème. L'objectif, c'était d'informer les structures sur les critères de recrutement des personnes handicapées au dernier concours de la fonction publique. Rachel Tessougué. L'objectif de cette réunion est de faire le point du recrutement des jeunes handicapés lors du dernier concours d'entrée à la fonction publique. Il ressort que sur près de 200 candidats handicapés, 13 ont été recrutés. Nous avons appliqué la mesure qui est définie dans le statut général des fonctionnaires, en l'occurrence l'article 18, qui stipule que des mesures spéciales soient appliquées en faveur des handicapés. Et cela a consisté à, en dehors de ceux qui sont admis, à retenir un certain nombre d'handicapés en fonction des critères de mérite, mais aussi il a fallu que ces handicapés aient la moyenne. Au total, 13 handicapés ont été recrutés. Les personnes handicapées estiment que leur recrutement à la fonction publique doit être plus massif. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les handicapés représentent 15,5% de la population malienne. Le mouvement des personnes handicapées a lutté pendant plus de 20 ans pour que des diplômés handicapés puissent être intégrés à la fonction publique. Mais fondamentalement, le secteur public intéresse beaucoup les personnes handicapées parce que nous ne pouvons aller ni à l'armée, ni à la gendarmerie, ni à la police. Le ministre Mamadou Namori Traoré promet d'organiser d'autres réunions de concertation dans le but d'élaborer de nouveaux textes pour une meilleure réglementation du recrutement des personnes handicapées au prochain concours d'entrée à la fonction publique. Des Émiratis dans notre pays, une délégation des Émirats arabes unis à Bamako et cette délégation s'est rendue aujourd'hui sur le site des déplacés de Niamana. Objectif, s'enquérir des conditions de vie de ces populations en vue d'une action de solidarité en leur faveur. La délégation a été accueillie par les responsables du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, et cela en présence de notre reporter Youssouf Diakité. La délégation Émiratis Arabes Unis sera vigile dans les personnes de la région nord du Mali. Les personnes qui sont plus de 400 sur ce site. Les problèmes que nous vivons, c'est surtout des besoins d'ordre alimentaire. Souvent, nous recevons de l'aide en termes de grains. Et vous savez que le grain sans accompagnement, sans ingrédients, le besoin, nous avons les enfants qui tombent malades, les femmes. Le troisième besoin, c'est d'ordre d'éducation. Nous avons nos enfants qui sont à l'école. Les quartiers sont distants et les écoles privées ne prennent pas gratuitement. Il y a déjà quelques ONG qui nous ont aidés. Et nous avons aussi le besoin de pouvoir retourner chez nous. Ça, nous souhaitons retourner chez nous. Le gouvernement du Mali a accueilli avec ferveur la délégation Émiratis Arabes Unis qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais qui compte s'investir pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes déplacées. Nous espérons que, comme les autres, cette mission-là aussi va aider le Mali dans tous les problèmes que nous connaissons. Les discussions en fait ont porté sur les besoins que nous avons maintenant et les besoins pour le retour. Et cela en conformité avec la feuille de route que le Premier ministre a présentée devant l'Assemblée nationale. Ces populations n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction déjà à l'issue des premiers entretiens et ont félicité le gouvernement à travers le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées suite aux différentes actions entreprises en leur faveur. Le collectif des élus du Nord est en visite en Mauritanie où il doit rencontrer nos compatriotes réfugiés à Beira, et cela en attendant de se rendre sur le site situé à 1500 km de Nouakchott. Les élus maliens ont été reçus également en audience par le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Ils ont salué l'effort des autorités mauritaniennes en faveur de nos compatriotes avant d'expliquer l'objet de leur visite. Compte rendu de l'audience avec Mohamed Diarra. Des poignées de main chaleureuses pour donner un nouvel élan à la diplomatie parlementaire. Voici la démarche du collectif des élus du Nord en mission en Mauritanie.
Les élus maliens ont saisi cette opportunité pour remercier au nom de l'État malien les autorités mauritaniennes pour leur solidarité dans la résolution de la crise malienne. Le collectif a par la même occasion expliqué au président de l'Assemblée nationale l'objectif de la mission qu'il effectue dans ce pays frère. Les élus doivent rencontrer les Maliens à Mbera pour leur expliquer le processus de réconciliation en cours au Mali. La démarche est appréciée par l'élu mauritanien. Il faut prêcher la réconciliation, il faut prêcher la paix, il faut prêcher la tranquillité. Les Maliens sont des frères, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, comme ça devrait être le cas de tous les citoyens de tous les pays du monde. De cette audience, il ressort une identité de vue sur la gestion de l'après-crise. Convergence de vue, vision commune, et satisfait de sa vision de la situation du Mali et de la vision même de la position de la Mauritanie face aux problèmes que connaît le Mali aujourd'hui. Nous en sommes très satisfaits et nous pensons, et par rapport à ce qu'il a dit, et sa convergence de vue avec le président de la République mauritanienne, que la Mauritanie ira dans le sens de ce que le Mali souhaite, aller ensemble pour combattre tout ce qui se fait au Mali dans l'intérêt des deux pays. Auparavant, la délégation avait rencontré l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. La série se poursuit, je vous le disais dans les titres, après le marché de Caille, c'est le marché de Wolofobougou ici à Bamako qui a pris feu ce matin vers 2 h du matin. Pas de perte en vies humaines, mais de véhicules, objets de valeur et hangars ont été entièrement calcinés. Et cela par un manque de bouche d'eau et ce qui a aussi compliqué la mission des soldats du feu. C'est le constat fait par notre reporter Mamourou Silibé. Décidément, l'incendie de marché devient un phénomène de vive préoccupation au Mali. 48 heures après celui des Cailles, c'est le marché de Wolofobougou à Bamako qui était sous les flammes ce vendredi. Je suis là au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement de la transition pour manifester notre soutien aux sinistrés et aux victimes. Mais avant tout, j'aimerais aussi saluer le courage, la disponibilité des sapeurs-pompiers et des forces de police, parce que depuis 3 h du matin jusqu'à maintenant, les gens sont sur pied, ils sont en train de lutter contre le feu. Vous remarquez que le foyer n'est pas totalement maîtrisé. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Je vois un très grand sinistre, c'est de très grandes pertes en matériel, en machines, et de destruction de véhicules. En fait, c'est une très grande désolation et cela aussi entraîne aussi des pertes d'emploi pour des familles. Pour l'instant, les causes du sinistre ne sont pas connues. Les enquêtes sont en cours. Notre préoccupation première, c'est d'éteindre les faits. Après l'extinction, nous allons chercher réellement des renseignements qui pourraient nous amener à trouver les causes. Pour le moment, ça demeure inconnu. Selon le gardien des lieux, les premières flammes auraient été aperçues au milieu du marché vers 2 h du matin. La direction régionale des douanes de Koulikoro a saisi des tonnes de médicaments contrefaits, des cartons de cigarettes, des marchandises frauduleuses, des kilogrammes de chanvre indien. Ces différentes saisies ont été effectuées à Kourémalé, Bankoumana et Kati. Et la direction régionale des douanes se donne une nouvelle dynamique pour sécuriser les frontières dans le cadre de la lutte contre la fraude. Mariam Sagara était de cette randonnée. Les soldats de l'économie sapent le moral des trafiquants au niveau des frontières maliennes au moment où la paix se dessine dans le pays. Une autre forme de sécuriser le Mali. Nous avons reçu un véhicule en provenance de Sigri, République de Guinée, pour les formalités d'usage. Nous avons demandé au chauffeur qu'est-ce qu'il y a dans son véhicule. Il dit ne rien transporter dans son véhicule. On a ouvert le véhicule tout de suite. Apparemment, on a trouvé que le véhicule était vide. Mais tout au fond, il y avait une cache aménagée et nous l'avons sommé d'ouvrir et il l'a fait et tout de suite on a trouvé directement des marchandises, des cigarettes et des médicaments. Ces activités traduisent un peu la dynamique nouvelle de nos unités de brigade en matière de lutte contre la fraude. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'engagement. L'activité de brigade qui était considérée autrefois comme peu reluisante, peu valorisante, aujourd'hui est en train, vraiment cette perception est en train assurément de bouger, de changer. Si des tonnes de médicaments contrefaits, des marchandises frauduleuses, de la drogue, des cartons de cigarettes sont interceptés aux entrées du Mali.
Des contrebandiers, grâce à l'initiative des syndicats, ont été mis sous les verrous. Un geste salué et encouragé. Grâce au concours des transporteurs, du syndicat des transporteurs, qui évolue sur le corridor de Bankman, vraiment on a pu mettre la main intégralement sur les trois infracteurs. Ils se sont avisés, des transporteurs, de créer un registre, une belle initiative. Ils ont créé un registre et là, chaque passager est enregistré avec son numéro de ticket. Donc chaque fois qu'on découvre et puis les tickets sont collés au bagage. Quand on prend un bagage suspect, on le fouille, on trouve la drogue dedans, voilà, tout de suite, voilà, on peut remonter à la compagnie des transporteurs pour connaître c'est X ou Y qui en est l'importateur. Ça nous facilite énormément la tâche. Au cours des saisies de médicaments, les agents des douanes de Kati ont arrêté un faux docteur spécialisé en gynéco, cardio et dermato. Il sillonnait le cercle de Kati et environ en se présentant comme médecin. L'intégralité de l'entretien que le directeur régional des douanes de Koulikoro a accordé à nos reporters, on reviendra sur cet entretien dans l'émission La Ligne de Front après ce journal. En 4e région, relever les recettes de la région de Ségou, c'est le message fort que le ministre de l'économie, des finances et du budget a adressé en visitant ce vendredi ses services techniques déconcentrés. Tchenan Koulibaly, qui était accompagné du gouverneur de région, a également salué les efforts que les responsables financiers n'ont cessé de mener malgré le contexte de crise. Dougoufana Traoré depuis Ségou. En visitant l'ensemble des services techniques relevant de son département à Ségou, le ministre Tchenan Koulibaly avait un souci, celui de la stratégie à adopter pour le redémarrage de l'économie de la région de Ségou. Ainsi, service par service, bureau par bureau, discussion à bâton rompu avec les agents ça et là et une rencontre avec l'ensemble des chefs de services techniques financiers de la région en compagnie du gouverneur Tchadou Boubacar Sissé ont été les temps forts de cette visite du ministre des Finances à Ségou. À la douane, par exemple, on soupçonne la fermeture du bureau des douanes de Bénéna, l'état actuel de la route Ségou-Bamako et la fermeture de la frontière mauritanienne du côté de Nyono, qui sont à la base de la chute des recettes douanières dans la région de Ségou. Ce que j'ai constaté en visitant les services, c'est ce que je savais déjà, à savoir que, bien sûr, les moyens qui sont mis à la disposition des services par rapport à la mission qui leur est confiée, ces moyens sont tout à fait insuffisants, pour ne pas dire dérisoires. Mais j'ai aussi constaté avec beaucoup de bonheur qu'en dépit de cette situation, les agents se sacrifient pour travailler. Ils sont conscients de la lourdeur de la responsabilité qui est la leur, qui est la nôtre. Les autres services visités, la direction régionale des marchés publics, la direction du budget, le contrôle financier, les impôts, le trésor ou encore la direction des domaines, les problèmes ont pour nom manque de personnel et des problèmes d'archivage. 16 véhicules, 200 paquetages d'effets individuels, c'est le lot de matériel que la France vient d'offrir au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce don contribuera à renforcer l'action des forces de défense et de sécurité maliennes sur le terrain. La cérémonie de remise était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants et de l'ambassadeur de France dans notre pays. Ce geste de la France, on le rappelle, vient prolonger l'opération franco-malienne appuyée par la MISMA pour lutter contre les terroristes. Et le général Yamoussa Kamara a profité de cette occasion pour saluer le dynamisme de la coopération militaire française dans notre pays. Prise en charge de 6 000 cas de paludisme, dont 335 dans le village de Mougnan. Prise en charge de 90 cas de malnutrition aiguë modérée à Douna. Construction de 4 SESCOM, dont un à Douna. L'aménagement de plus de 160 puits traditionnels. Telles sont entre autres les réalisations faites par l'ONG Save Children dans le cercle de Yorosso, région de Sikasso. Compte rendu de Ramata Konati. À Yorosso, plus de 3000 personnes, dont 1867 du village de Mougnan, bénéficient des projets de l'ONG Save Children. Leur intervention concerne les domaines tels la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'hygiène et l'assainissement. Au titre des actions menées,
On peut retenir la prise en charge de 333 cas simples de paludisme, le dépistage de 26 cas de malnutrition, l'aménagement de 8 puits traditionnels. Des réalisations faites à Mounia, premier village visité par la délégation. Selon les bénéficiaires, ces interventions ont eu des impacts positifs sur la santé des habitants. Avec l'appui du projet, on a pu nous améliorer des cabinets. Bon, en plus de cela, l'eau potable. Parce qu'on n'avait pas d'eau potable, ils ont fait venir tout ça. Vraiment, ça des maladies là, telles que le paludisme. Vraiment, le paludisme nous a causé beaucoup de problèmes ici. Beaucoup. Des femmes même qui accouchaient et que leurs enfants partaient comme ça. Vraiment, grâce à l'appui de ce projet, vraiment, il y a eu un peu de diminution dans ça. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Des défis restent à relever quant à la consolidation des acquis. Le défi à relever, c'est surtout l'insalubrité au niveau des villages. On a entamé tout juste à la fin du projet, mais on espère que la communauté va continuer avec les services techniques. Après Mounia, la délégation s'est rendue au CESCOM de Douna, où un paquet de services est offert aux populations par les projets Koika et NEMA. Parmi ces services, les consultations prénatales, la vaccination de routine, la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Sur les 385 enfants dépistés, 90 souffrent de malnutrition aiguë modérée, d'où la remise de farine enrichie à leur maman. En 5e région, les travaux du village artisanal de Mopti pourraient reprendre dans les tout prochains jours. L'information a été donnée hier par le chef de cabinet du ministre de l'Artisanat et du Tourisme en visite à Mopti, visite au cours de laquelle il s'est rendu sur le chantier du village artisanal. Le point avec Moustapha Doumbia. L'objectif de cette visite est de voir de près les acquis et les contraintes en matière d'artisanat et de tourisme. Une visite dont l'une des principales étapes est le chantier du village artisanal de Mopti. C'est bien sûr pour faire l'état des lieux, des infrastructures, surtout artisanales, qui relèvent du ministère donc, de l'artisanat et du tourisme. Et avec un focus particulier sur la visite du village artisanal de Mopti. Le gouverneur des régions, la personne de son directeur de cabinet, nous a donné des apaisements par rapport à une certaine occupation qui est faite du chantier. Les chefs de cabinet, les autorités régionales, les membres du comité de suivi et les organisations fêtières ont visité les différents compartiments du village artisanal de Mopti en construction. Ici, les travaux ont débuté en octobre 2010 avant d'être interrompus. Et Dieu merci, je pense que dans les tout prochains jours, les travaux peuvent vraiment démarrer. À noter que les travaux du village artisanal de Mopti sont exécutés par l'entreprise Econi. En 2e région, l'ONG CESFIDA, avec ses partenaires Programme alimentaire mondial PAM, vient de procéder au lancement de 2 projets. Ces projets coûteront plus de 142 millions de francs CFA pour une durée d'1 année et demie. La cérémonie de lancement a été mise à profit pour distribuer des vivres à quelques déplacés des régions nord de notre pays. Hatoumata Saré. Les projets qui viennent d'être lancés sont le fruit d'un partenariat entre l'ONG CESFIDA et le Programme alimentaire mondial PAM. Le premier projet, dénommé Projet de résilience phase 2, est financé à hauteur de 82 272 500 francs CFA pour 1 année. Le second projet, assistance aux déplacés installés dans le cercle de Koulikoro, Nara et Banaba, coûtera plus de 60 millions de francs CFA. L'objectif de ces projets est non seulement de sauver et protéger les moyens d'existence des déplacés, mais aussi d'accroître la résilience des communautés vulnérables. Le projet Résilience touchera en général 75 000 bénéficiaires dans 40 communes du Mali et 3 125 bénéficiaires dans les 5 communes des cercles de Banamba et Nara dans la région de Koulikoro. Le PAM à cet effet aussi a quand même décidé d'agir pour renforcer un peu la sécurité alimentaire de ces populations aussi qui sont dans les besoins. Ces déplacés aussi que nous avons décidé d'assister, nous avons en tout cas prévu avec le partenaire 900 familles que nous allons appuyer durant 6 mois pour renforcer leur sécurité alimentaire et éviter la vulnérabilité de ces populations qui sont vraiment exposées à l'insécurité alimentaire.
Pour le représentant du gouverneur Bougouzanga Coulibaly, la réussite de ces initiatives nécessite l'implication de tous, d'où cet appel. J'exhorte les acteurs au niveau des cercles concernés à œuvrer pour l'instauration d'un cadre participatif pouvant garantir la synergie des actions et l'atteinte des objectifs du projet. Science tenante, l'ONG CESFIDA a remis des vivres à 5 déplacés et un chèque des millions destiné à 40 femmes victimes de la situation qui prévaut au nord du Mali. Le centre Anco-Art a ouvert sa porte au public hier pour une exposition sous le thème « Expression des femmes détenues de Bolé sur la crise malienne ». Elles sont 14 femmes après une semaine de formation à réaliser une trentaine d'œuvres. Garibou Pérou a pu suivre cette exposition pour nous. Le coût de la guerre au Mali a certainement franchi les murs du centre de détention pour filles de Bolé. C'est dans ce contexte que 14 femmes ont produit une trentaine d'œuvres photos, voguant peinture et un film de 5 minutes et pourtant elles sont à leur premier exercice dans ce domaine. Techniquement, c'est autre chose. C'est pas en une semaine qu'on va apprendre à des gens qui n'ont jamais fait de film à faire des films, mais au moins elles touchent un peu à la machine et elles s'initient. Et le plus important, c'est, je crois, le message qui est derrière tout ça. Les œuvres témoignent que les détenus ont suivi à travers la télévision et la radio les comportements inhumains des terroristes qui avaient occupé le nord du Mali. Elles sont enfermées ici, Lagaré et bien d'autres, dans les lits soigneusement aménagés. À côté, c'est la marmite contenant des haricots qui fait l'objet du cousinage à plaisanterie au Mali. C'est aussi le véhicule du ministère de la Justice en panne. Une panne qui symbolise l'état de la justice malienne qui mérite réparation. Il y a eu 2 temps forts, à mon avis. Il y a ce que les femmes elles-mêmes ressentent du fond de leur cœur qu'elles ont extériorisé à travers les œuvres et leur situation de prisonnières. Elles interpellent le ministère de la Justice. Cette exposition, c'est le génie des détenus dans la réalisation de ces films de 5 minutes intitulés « Filles détenues mais maliennes ». Le film souligne la lourdeur des tribunaux dans l'étude des dossiers, surtout quand il s'agit des détenus pauvres et le retour rapide de la paix dans notre pays. Conjointement à cette exposition, les organisateurs ont initié une journée de plaidoyer en faveur des détenus le 13 avril prochain au Palais de la Culture de Bamako. À présent, nous ouvrons la page sport de ce journal, Sport Football, championnat national de Ligue 1. Hier au stade Modibo Keïta, pour le compte de la 16e journée en retard, le Djoliba Athletic Club a battu l'USFAS par le minimum de 1-0. Juste après, il y a eu le choc COB, 2e du classement, et son dauphin, l'AS Real de Bamako. Cette rencontre s'est soldée par un nul de 1 but partout. C'était au compte de la 18e journée à Kumba Nyambeli. L'affiche Club olympique de Bamako AS Real était le derby de cette soirée de football. Une victoire suffisait à chacune de ces 2 formations d'améliorer sa position dans la course à la qualification aux compétitions africaines. Après ce match, le COB reste toujours 2e au classement avec 36 points. L'AS Real suit avec 35 points. Pourtant, le coup était bien parti pour les Scorpions de Bamako qui ouvrent la marque à la 36e minute par Moussa Kone Kofi, meilleur buteur du championnat avec 12 buts. Score 1-0 pour l'AS Real à la pause. La réponse, ça sera en seconde période. Nous sommes à la 56e minute. Idrissa Sangaré signe les buts égalisateurs pour le club olympique de Bamako. À 1-1, le match reste équilibré. Les Olympiens verront leur effectif réduit à 10 à la 78e minute à cause d'Abdoulaye Dambélé qui sort pour cumul de cartons. Avec cette infériorité numérique, Almam Sogoba et ses coéquipiers vont tenter de réagir. Mais les protégés de l'entraîneur Sekou Sek tiennent tête grâce à leur gardien de but Abdoulaye Samake Pourato. Score final 1 but partout. Un résultat qui arrange le Djoliba à ses 4e au classement avec désormais 30 points après son succès 1-0 devant l'USFAS 13e avec 17 points en première heure au compte de la 16e journée en retard. Les 45 premières minutes sont riches en occasions de but, mais stériles en but. En seconde période, l'entraîneur Djolibis Alou Badra Diallo injecte du sang neuf à son équipe avec la rentrée de Janvier Abouta. À la 49e minute, Janvier Abouta débloque les tableaux d'affichage. Certains supporters sont en fait dans les gradins, d'autres au contraire préfèrent s'isoler. 1-0 pour les pensionnaires de Heremakono.
À la recherche de ses repères depuis le démarrage de la saison, le Djoliba se consolide ainsi sa 4e place avec 30 points, soit à 6 longueurs de la 2e place qualificative pour la Ligue des champions africaine de football. Au football, CAN Junior Algérie 2013, les Aiglons du Mali ont terminé 4e de cette 12e édition comme en 1995 et 2011. Cet après-midi, le Mali s'est incliné 1-2 devant le Nigeria en petite finale. Pourtant, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées dans la phase de groupe qui a tourné à l'avantage des Aiglons, 1-0. Dans nos éditions de demain, nous pourrons vous proposer le résumé de ce match avec Kumba Nyambele. Du nouveau dans vos kiosques, notre printemps, un hebdomadaire d'information générale et d'actualité qui se propose d'informer en toute objectivité afin d'apporter sa modeste contribution à la consolidation de la démocratie et de la liberté d'expression. Ce titre, Le Printemps, vous propose plusieurs rubriques pour être au plus près de vos préoccupations. Notre printemps est et demeurera votre journal. Et ce communiqué que vous attendez sûrement, ce communiqué du ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions en application des dispositions de la loi numéro 040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée de lundi de Pâques est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Ndeye Sissoko. Et pour la grande édition, vous serez en compagnie de Amadou Sangaré. Vous pourrez suivre également cette édition sur notre site www.ortm.ml. Tous ensemble derrière nos forces de défense et de sécurité et leurs alliés pour la libération totale du pays. Et vous avez rendez-vous avec l'émission La Ligne de Front tout de suite après ce journal. Bon week-end à tous. Au revoir.